Merci de nous rejoindre pour l'histoire des Juifs de France, tous les jours en compagnie de Christophe Dard. Et ce matin, on aborde toujours des événements marquants, des dates, des portraits. Justement, c'est ce que nous allons faire avec le récit de la vie du philosophe Emmanuel Lévinas. Christophe, figure majeure de cette discipline, sa réflexion évoque notamment le judaïsme, mais aussi l'éthique, et il marque le renouveau de la pensée occidentale et juive après la Seconde Guerre mondiale. Lévinas a également été beaucoup influencé par une rencontre avec un homme aussi mystérieux que brillant, un certain Monsieur Chouchani. Christophe, c'est du côté de la mer Baltique que débute en tout cas notre récit sur Lévinas en Lituanie. Il naît en 1905 à Kaunas, alors situé dans l'Empire russe, fils de J.A. Levin, libraire, qui a quitté le quartier juif de Kaunas, et de Deborah Gurvik. Il est l'aîné d'une fratrie de 3 garçons. Il est né dans une famille juive traditionnelle russophone, dans laquelle on parle le yiddish à la maison, et un professeur particulier enseigne l'hébreu aux 3 enfants. Alors, lors de la guerre de 1914, face à l'avancée de l'armée allemande, c'est à Kharkov, dans l'actuelle Ukraine, que la famille est contrainte de vivre, et elle va y rester 6 ans. Malgré les numerus clausus qui restreint l'accès des enfants juifs aux études, il rentre au lycée et il écrira « L'entrée au lycée fut célébrée à la maison comme une véritable fête de famille et une promotion comme un doctorat ». Lévinas découvre dans ces années-là les grands écrivains russes Tolstoï, Dostoïevski et Pouchkine. En 1923, Lévinas se rend en France pour suivre des études de philosophie à l'université de Strasbourg précisément. Il se souviendra d'ailleurs que ses professeurs ont été des anti-Dreyfusards. Eh oui, et il écrira d'eux, ils gardèrent moins le souvenir du fait qu'en pleine civilisation, une injustice était possible, que du triomphe remporté par la justice, de leur face émanait comme un rayonnement. 5 ans plus tard, Lévinas est en Allemagne, élève du philosophe Husserl, inventeur de la phénoménologie, et il suit aussi les cours de Martin Heidegger avant la conversion de ce dernier au nazisme. Lévinas, qui retourne ensuite à l'université de Strasbourg, il soutient une thèse de doctorat intitulée « Théorie de l'intuition dans la phénoménologie », à ce coup-ci j'y arrive, de Husserl. Emmanuel Lévinas s'établit ensuite à Paris, il obtient la nationalité française en 1931, puis se marie l'année suivante avec une certaine Raïssa Lévy. Elle est pianiste d'origine polonaise et ensemble ils auront 3 enfants. Il œuvre jusqu'en 1939 à l'Alliance israélite universelle qui depuis 1860 vit en aide aux juifs de tous les pays où ils n'ont pas le statut de citoyen en créant des écoles. Dès 1934, conscient de la montée du nazisme, Lévinas publie quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme dans la revue Esprit, et il écrit notamment « L'hitlérisme est la plus grande épreuve, l'épreuve incomparable que le judaïsme ait eu à traverser. Le sort pathétique d'être juif devient une fatalité. Le juif est inéluctablement arrivé à son judaïsme. » Arrive la Seconde Guerre mondiale, sous-officier de réserve. Lévinas s'est mobilisé en tant qu'interprète de l'armée. Après la défaite de la France en juin 1940, il est fait prisonnier de guerre. À Rennes, plus précisément, pendant plusieurs mois, dans un camp de prisonniers géré par l'armée allemande. Puis il est envoyé en Allemagne, près de Hanovre, dans ce qu'on appelle un stalag. Il va y rester 5 ans, et c'est là que sont rassemblés environ 30 000 Français, mais aussi des Belges, des Yougoslaves, des Soviétiques et des Polonais. Alors Lévinas écrit beaucoup, notamment de l'existence à l'existant, dans laquelle il abandonne la philosophie de l'être au profit d'une philosophie de l'autre. L'ouvrage sera publié après-guerre. Durant cette période, sa femme et sa fille ont pu se réfugier chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, près d'Orléans. Mais presque toute la famille du philosophe, restée en Lituanie et à laquelle il allait d'ailleurs rendre visite chaque année, a été assassinée dans les camps par les nazis. Libéré du camp de prisonniers où il était à la fin de la guerre, Lévinas rencontre par le biais d'un ami médecin un individu mystérieux à l'allure de clochard, on peut le dire, un certain Monsieur Chouchani. Mais qui est cet homme que l'on présente comme l'un des grands penseurs juifs du XXe siècle ? Eh oui, rabbin, philosophe et talmudiste, on ne sait pas en fait grand-chose de lui, à commencer par son nom et prénom, car Chouchani en fait semble n'être qu'un pseudonyme. L'hypothèse la plus vraisemblable est que son vrai nom était Hillel Perelman ou Mordechai Rosenbaum. On ne sait d'ailleurs pas non plus où il est né. Certains évoquent le Maroc, la Biélorussie ou Safed, alors en Palestine mandataire, sous domination ottomane. Aujourd'hui en Israël, on sait simplement qu'il est né en 1895. Et Chouchani, qui aurait étudié dans les années 1910 dans une yeshiva de Yafo avant de partir aux États-Unis puis en Allemagne. Esprit vagabond, il change à chaque fois d'identité et il est signalé aussi au Maroc et en Asie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est en France. Arrêté, il échappe de peu à la déportation et il part en Suisse avant de revenir à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là
donc qu'il devient le professeur d'Emmanuel Lévinas. Pour lui, Shoushani devient un mentor. Il éveille son intérêt pour le Talmud, alors que jusque-là, il ne s'intéressait qu'à la lecture de la Torah. Shoushani, et ça aussi c'est important, va aussi redonner confiance dans le savoir, car comme l'ont vécu, évidemment, de nombreux penseurs de l'époque, Lévinas n'est pas un cas isolé. La guerre et le Shoah ont remis en cause la croyance même en l'homme. Pour Lévinas, Shoushani est donc l'égal des grands philosophes. Et oui, il le décrit comme un maître intransigeant, impitoyable, prestigieux et merveilleux. Lévinas revendiquera s'inspirer de Shoushani, d'ailleurs dans ses cours talmudiques, et dira que son influence a été majeure dans son travail. Sioniste, Shoushani part ensuite dans les années 50 en Israël et en Uruguay, et c'est là qu'il meurt en 1968. Et d'ailleurs, en raison du fait qu'il a été signalé sur tous les continents, dans de nombreux pays, en raison aussi, vous l'avez dit, de son aspect de vagabond, toujours sale, mal habillé. Certains, vont le comparer, vous savez, à cette figure du juif errant, ce personnage mythique dont les origines remontent au Moyen-Âge, mais qui a aussi servi de stéréotype antisémite. Alors précisons, considéré comme une figure majeure de la vie intellectuelle juive du XXe siècle, Shoushani a eu aussi pour élève un certain écrivain, Elie Wiesel. Eh oui, exactement. On ne sait pas trop quand et comment ils se sont rencontrés. Là aussi, il y a une part de mystère, car le futur prix Nobel de la paix a donné plusieurs versions, notamment une rencontre pour la première fois en France en 1947, alors qu'Elie Wiesel vient de quitter Buchenwald et qu'il est dans un lieu de transit situé dans l'Eure et mis à la disposition de l'œuvre de secours aux enfants, l'Osée. Comme Lévinas, Wiesel se dira fasciné par cet homme mystérieux, dur, irascible, pas vraiment sympathique, mais doté d'une intelligence rare. Eh oui, ça le résume parfaitement, qui connaît par cœur la Torah, le Talmud, les commentaires religieux, qui parle plus d'une trentaine de langues, dont le français, l'allemand, l'hébreu, le yiddish, l'anglais. Et si d'ailleurs vous voulez en savoir plus sur cet étrange monsieur Shoushani, auquel Lévinas, on l'a compris, doit tant, je vous conseille un ouvrage de Shlomo Malka, et oui, celui que l'on retrouve tous les dimanches sur notre antenne, Monsieur Shoushani, l'énigme d'un maître du XXe siècle, paru en 1994. Et j'ajoute que depuis 2022, la Bibliothèque nationale d'Israël a acquis les carnets de Monsieur Shoushani, et ces notes sont disponibles en ligne sur le site de la bibliothèque. Alors après cette parenthèse importante sur Monsieur Shoushani, qui a joué un rôle important dans sa vie, on va revenir à Emmanuel Lévinas. À la fin de la guerre, le président de l'Alliance israélite universelle, René Cassin, lui propose la direction de l'école normale israélite orientale qui forme les enseignants de l'institution créée en 1860. Un poste qui va occuper 34 ans. Il est aussi secrétaire de l'Alliance israélite universelle quelques mois. Et puis bien sûr, il poursuit sa réflexion philosophique, notamment sur le mal, dans le contexte même de l'après-guerre et de la barbarie de la Shoah. Chez Lévinas, il n'y a pas de rejet de l'inhumain hors de l'humain, pas d'empire du mal. Le mal, en fait, c'est une charge à porter indéfinissable et infinie. Il écrit « L'être, c'est le mal », et il reprend d'ailleurs à son compte une phrase de l'un de ses auteurs préférés, Dostoïevski: « Chacun de nous est coupable devant tous, pour tous, et moi plus que les autres ». Lévinas a beaucoup écrit aussi sur le judaïsme et sur Israël, mais s'il salue la création de l'État en 1948, il ne se dit pas sioniste pour autant. À partir de 1957, Lévinas donne des commentaires talmudiques au colloque des intellectuels juifs de France, et en 1961, il rédige une thèse d'État, Totalité et infinie, qui lui ouvre les portes de l'université. Eh oui, effectivement, il est nommé enseignant à l'université de Poitiers, puis à Nanterre, où il assiste de loin aux émeutes de mai 68, qu'il ne soutient pas. Pourtant, les philosophes de l'époque sont nombreux à soutenir le mouvement, et puis il enseigne ensuite à la Sorbonne de 1973 à 1976, et bien sûr, durant ces années, il publie de nombreux ouvrages sur l'éthique notamment, mais aussi sur la religion juive. Emmanuel Lévinas meurt le 25 décembre 1995 à l'âge de 89 ans. Il est enterré au cimetière parisien de Pantin. Et lors de ses obsèques, un autre philosophe, Jacques Derrida, déclare et résume parfaitement: le retentissement de cette pensée aura changé le cours de la réflexion philosophique de notre temps et de la réflexion sur la philosophie, sur ce qui ordonne à l'éthique, à une autre pensée de l'éthique, de la responsabilité, de la justice, de l'État, etc., à une autre pensée de l'autre, à une pensée plus neuve que tant de nouveautés, parce qu'elle s'ordonne à l'antériorité absolue du visage d'autrui. Et bien voilà qui résume parfaitement sa pensée. Merci beaucoup Christophe pour ce portrait du philosophe Emmanuel Lévinas.